Etifinance. Un petit mot sur Etifinance en tant que tel. Donc, on est à l'intersection du fait de notre métier des acteurs de la finance et des acteurs des entreprises, des acteurs de l'économie. Donc, on a ces deux types de clientèle. On travaille aussi bien pour des investisseurs que pour des entreprises ou organisations au sens large. Donc notre cœur de métier, même si on ne fait pas que ça, c'est ce que je vous ai expliqué, la notation extra-financière. Alors on le fait soit pour des investisseurs, et là classiquement on a un outil qui est bien connu de la place qui s'appelle le Gaia Rating. Et sinon on le fait à la demande des entreprises elles-mêmes. On parle alors de notation sollicitée. D'ailleurs, on a un webinaire mardi en fin de journée sur ce sujet. Et donc là, on note les entreprises ou les organisations qui nous le demandent. Depuis le démarrage, Etifinance, c'est plutôt un focus plutôt sur l'univers des PME ETI, plutôt que des large caps, qu'elles soient cotées, non cotées, France et Europe. Et un dernier petit mot sur notre rapprochement avec Spread Research. On a créé un groupe qui s'appelle Kivalio et qui s'inscrit dans le sens de l'histoire, puisque l'idée Spread Research étant une agence de notation financière et nous une agence de notation extra-financière, l'idée est à terme, et on le fait déjà côté crédit, de pouvoir délivrer des notations intégrées. Voilà. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, je veux bien apparaître l'écran là, je la connais, j'aimerais bien que vous le voyez. Ma question en gros c'est quel marché, je vous propose de répondre par écrit via le chat, quel est le marché qui connaît depuis plusieurs années, on va dire une décennie, une croissance à 2 chiffres, et sur lequel, une fois n'est pas coutume, la France se positionne parmi les 3 pays les plus actifs, les plus innovants et les plus en croissance. Rapidement, un petit quiz, si certains ont des réponses. Alors Thierry nous dit le luxe. Le luxe, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce n'est pas la réponse que j'attends en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres les green bonds, c'est vrai, qui sont en croissance forte. Sandra est en train de nous répondre. Merci de votre participation à tous. Bon, on n'est pas très loin. Alors, Sandra nous répond, Emmanuel Delaville. Alors, Emmanuel Delaville, là, tu triches, Emmanuel, parce que tu connais un petit peu la réponse. Mais allons-y, j'attends. Il y a les fonds ISR, c'est vrai. Et Emmanuel, il laisse tomber parce que, voilà, Emmanuel, c'est notre directeur général, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, je vous donne la réponse et Nadine et Sandra étaient pas loin. Ce marché qui est en croissance à 2 chiffres, c'est celui de la finance durable. Et je vous propose à notre sujet précis ce marché. Les slides passent doucement, hein, donc, qui connaît depuis plusieurs années cette croissance exponentielle. Alors, les leviers de ce marché, ils ont, au démarrage, quand Etifinance s'est créé début des années 2000, on avait face à nous des acteurs, des investisseurs qui étaient dans une logique de conviction. D'ailleurs, on avait un certain nombre de nos clients qui étaient des congrégations religieuses, mais il y avait des fonds militants, environnementaux, etc. Cette logique de conviction qui faisait que, au démarrage, on était, quand on parlait de finances durables, sur un micro-marché. Après la crise de 2008-2009, hein, les crises ouvrent des opportunités. Après la crise de 2008-2009, un certain nombre d'acteurs ont réalisé que finalement, s'ils avaient pris en compte ces différents facteurs dont je vous parlais en introduction, hein, ceux auxquels s'intéresse la notation extra-financière, peut-être ils auraient mieux apprécié un certain nombre de risques et de composantes liées à la résilience des valeurs. Donc cette logique de maîtrise des risques, elle a entraîné une vraie croissance exponentielle du marché. Elle reste encore très forte, voire dominante. Mais aujourd'hui, ce qui anime beaucoup les marchés, ça reste encore
minoritaire, c'est pas la dominante, mais c'est en train de connaître une dynamique très forte, c'est la recherche d'impact positif. Et vous voyez tout de suite le lien avec le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est se dire non seulement je maîtrise mes risques, mais par ailleurs je contribue, je crée de la valeur. Alors, si on regarde rapidement les chiffres derrière, et puis on passera au sujet du jour, vous la voyez, cette croissance dont je vous parlais en introduction. Hein, donc là, on est remonté, ce sont des données Bloomberg, on remonte à 2013, on ne remonte pas au démarrage. Vous voyez que le marché, en effet, au démarrage, il était très, très porté par ces fameux green bonds. Donc là, on est sur les marchés financiers et que le produit qui nous occupe aujourd'hui, donc les Sustainability Linked Loans ou crédits à impact, hein, on va parler français, ces crédits à impact, ils sont apparus il n'y a pas longtemps, en 2017, mais ils connaissent eux aussi une croissance très, très forte. Donc, on est là sur une trajectoire qui ne se dément pas d'année en année et les dernières tendances sembleraient laisser penser que ça va pas changer après la crise que nous traversons. Alors, si on se met sur le sujet du jour, n'hésitez pas à poser des questions, hein, je vais un petit peu rapidement. Si on se met sur le sujet du jour, alors d'abord un petit détour de définition de quoi on parle. L'idée du crédit impact, c'est un prêt classique, mais qui incentive l'emprunteur, qui incentive le taux d'intérêt qui sera payé chaque année à l'atteinte d'objectifs de RSE, responsabilité sociale environnementale, que l'emprunteur choisit de se fixer et qui sont introduits dans la convention de prêt. Donc, on est bien par rapport aux green bonds. Les green bonds, ils sont fléchés vers des projets précis. C'est le cas aussi des prêts verts. Hein, si on se met sur des produits bancaires, ils sont eux aussi fléchés vers des projets verts bien identifiés. Les crédits à impact sont pas des prêts projets, ce sont des prêts corporate. Donc, c'est une question que posait Nadine, par exemple. Elle demandait si on avait besoin de flécher ces fonds vers des projets précis. En l'occurrence, non. On est vraiment sur de la finance corporate et c'est intéressant parce que ça permet d'étendre le champ de la finance durable à la finance corporate, avec l'idée derrière que, ce faisant, avec ce type de produit, les banques se donnent pour mission d'accompagner, d'encourager, de soutenir la transition de leurs clients vers un modèle économique alternatif plus en phase avec les transitions attendues. Alors, pourquoi ? Alors, il y a des motivations un peu différentes selon qu'on est côté banque ou côté entreprise. Côté banque, c'est vrai que ça peut paraître curieux à une époque où les taux d'intérêt sont assez bas. Un certain nombre d'acteurs bancaires s'en plaignent. Pourquoi mettre en place un produit qui est susceptible d'affecter encore la marge d'intérêt? Alors, plusieurs raisons, je vais les dérouler rapidement. Premièrement, les banques aussi, de plus en plus, ont des engagements RSE et ce type de produit, c'est une façon de les décliner, ces engagements. Deuxième raison, eh bien les banques, les établissements financiers font partie des émetteurs les plus actifs sur les marchés financiers, sur l'émission de green bond, de social bond ou de sustainability bond. Donc il faut que derrière, évidemment, ces fonds qui ont été levés sur les marchés de la finance durable, ils soient fléchés vers des instruments qui aident à la sustainability dans l'économie réelle. Il y a une logique aussi de diversification. Les green bonds, ils sont très centrés sur certains secteurs, sur certaines activités, les énergies renouvelables, les utilities, etc. Là, l'idée, c'est de pouvoir étendre le champ de la finance durable à d'autres secteurs. On a fait une étude avec Etifinance sur les secteurs concernés par ce type de produit. On se rend compte qu'il y a tout type d'acteurs, tout type de secteurs. Et aussi et surtout, on y reviendra avec Aloïs,
d'aller au-delà des large caps, puisque ce sont des produits beaucoup plus simples à monter que les green bonds, beaucoup moins coûteux, pour lesquels le ticket d'entrée est bien moins élevé. On y reviendra aussi. Donc, ça permet de diversifier la finance durable et les acteurs, enfin les entreprises éligibles. Il y a clairement aussi pour les banques, c'est vrai, une logique d'image, de différenciation commerciale. Hein. C'est pas un hasard si à l'heure actuelle elles sont les unes et les autres en train de chercher à se développer très fortement sur ces sujets. Derrière, et c'est pas anodin, il y a aussi pour elles l'idée de mieux connaître leurs clients et d'avoir un portefeuille de clients plus sûr à terme, hein, confère ce que je disais en introduction sur la notation extra-financière. Je reviendrai sur le dernier point à la fin des entreprises. Côté entreprise, même question. Finalement, on est dans une période où les taux d'intérêt sont très faibles. Pourquoi faire le choix d'aligner une ligne de crédit à la performance ESG de l'entreprise? Est-ce qu'on ne se complique pas la vie pour rien? Alors, s'agissant du gain financier, globalement, de ce qu'on voit sur le marché, même si on est sur des transactions privées, il semblerait qu'on soit en moyenne entre un gain entre 5 et 15 points de base, la moyenne étant à 10. C'est significatif, mais ça change pas la face du monde. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne considérerait que le gain financier en cherchant à obtenir un crédit à impact, pas forcément le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'inscrire ça dans une démarche globale. Alors, avec derrière des motivations qui peuvent être importantes, à la fois de communication financière de l'entreprise, sous réserve, hein, on va y revenir, mais ça permet de marquer la capacité de l'entreprise à s'engager financièrement, et c'est pas rien, sur des sujets ESG. Et il y a un vrai levier, et je vois les entreprises pour lesquelles on a pu travailler sur ce type de produits, c'est souvent un argument qu'elles mettent en avant. Il y a un vrai levier de mobilisation interne. Il y a un levier de pouvoir dire à l'interne, ces sujets-là, on vous disait qu'ils sont importants, mais ils sont tellement importants que maintenant, on les met au cœur de notre politique de financement. Et pour répondre à une question que nous avait posée Mathilde en amont de cette réunion, oui, ça permet aussi de détricoter les silos entre la RSE d'un côté, la direction financière de l'autre, qui peuvent exister encore dans certaines entreprises. C'est pas forcément évident, hein, il y a une question de maturité. Quand la maturité côté direction financière est pas là, c'est vrai qu'il y a un travail de conviction interne à faire sur le sujet. Mais a posteriori, le décloisonnement est très fructueux. Alors, dernier point que je voulais aborder à la fois pour les banques et pour les entreprises, c'est l'idée que, bon, ok, le crédit impact en tant que tel, c'est intéressant, mais c'est aussi une façon de se préparer à blanc, entre guillemets. C'est une façon de se préparer à une intégration plus poussée à l'avenir des critères ESG dans le cycle crédit. Là, au fond, les critères ESG, ils interviennent a posteriori, hein, comme critères d'incentivation. Mais il y a l'idée qu'aujourd'hui, pour l'instant, c'est un choix de la banque, c'est un choix de l'entreprise, mais que très certainement, à terme, et quand on regarde les grandes manœuvres au niveau européen, c'est certainement dans cette direction qu'on va, très certainement à terme, pour apprécier le risque de contrepartie et apprécier la solidité d'une entreprise, et bien de plus en plus les critères ESG seront intégrés en amont du cycle produit, du cycle crédit. Il vous aura pas échappé, par exemple, que la Banque de France qui cote plus de 250 000 entreprises en France, a décidé aujourd'hui de compléter ses cotations financières par des notations extra-financières. Donc voilà, c'est une façon aussi de rentrer dans cette logique qui demain risque fort de se massifier. Alors, si je passe au slide suivant, Aloïs, je vais te passer la parole là-dessus. Qui est concerné par ce type de produit? Alors, contrairement aux green bonds qui sont plutôt
destinés aux grandes valeurs, aux grandes entreprises. Les crédits à impact sont, quant à eux, accessibles avec un ticket d'entrée moindre pour les grandes PME et les ETI, de tous secteurs confondus, parce que contrairement au green bond où l'investissement doit être bien fléché vers un projet précis, donc ce qui induit souvent des volontés de développement infrastructurel, notamment dans le cadre d'énergie renouvelable. Là, on va pouvoir avoir des objectifs différents, divergents d'une entreprise à une autre, avec un cadre différent, et donc cette capacité à pouvoir s'adapter à l'ensemble des secteurs. Un niveau également de maturité et de performance RSE qui s'est soit assez avancé, comme vous le disiez Anne, c'est voilà une réflexion d'ensemble qui va, pour répondre à la remarque d'Emmanuel sur le chat, qui va au-delà de la marge financière. C'est vraiment une démarche d'entreprise, une volonté d'aller plus loin quand on est déjà atteint un certain niveau de maturité. Et puis aussi pour les entreprises qui voudraient progresser davantage et de façon croissante, de façon exponentielle, eh bien ça peut être pour elles un levier de mobilisation générale. Donc pour des entreprises qui seraient moins matures mais qui auraient la volonté sincère d'aller de l'avant. Bien sûr, pour éviter tout type de greenwashing, il ne s'agit pas d'une entreprise qu'elle définisse des objectifs X ou Y et que à côté de cela, elle ait des controverses importantes, des controverses qui viennent finalement mettre à mal toute cette volonté dont elle voudrait faire part à la fois à l'acteur financier auprès de qui elle contracte le prêt et puis également auprès de ses parties prenantes. Alors, le cadre, il doit être bien défini et pour ce faire, il y a la Loan Market Association, qui est la principale association professionnelle du secteur bancaire, qui a défini en 2019 une série de principes, donc qui sont appelés les SLL Principles, Sustainable Linked Loans Principles, autrement dit les principes applicables aux prêts durables, qui visent à créer un cadre pour le marché des prêts durables, notamment en fixant les conditions dans lesquelles un prêt peut être qualifié de durable. Alors, ces conditions, elles sont au nombre de 4. La première, c'est le lien évident avec la stratégie RSE globale de l'emprunteur. L'émetteur doit communiquer au prêteur ses objectifs de développement durable tels qu'ils sont décrits dans sa stratégie globale. Ils doivent être alignés avec ce qu'on appelle les SPTs, les Sustainable Performance Targets, autrement dit les objectifs de développement durable de l'entreprise. Le deuxième point, c'est d'établir des objectifs qui doivent être négociés, qui doivent être discutés entre l'emprunteur et le prêteur. Ces objectifs doivent être ambitieux et cohérents avec l'activité de l'emprunteur et applicables sur la durée du prêt. Il ne s'agit pas de définir un objectif à très court terme alors que le prêt a une échéance bien plus longue. Les conditions du prêt peuvent être alignées sur la performance durable de l'emprunteur. Le troisième point, c'est la nécessité de reporter. L'emprunt, c'est souvent un exercice fastidieux, mais qui est nécessaire. L'emprunteur doit conserver des informations disponibles et à jour sur ses objectifs. Ces informations doivent être fournies à minima une fois par an. La transparence, qui est quand même une valeur très forte en matière de RSE, en matière de développement durable à l'égard de l'ensemble des parties prenantes, il est quand même vivement recommandé, pratiquement l'ensemble des entreprises le font, que cette information soit publique ou publiée dans le rapport annuel ou RSE, même si ce n'est pas une obligation, c'est bien souvent la condition sine qua non qui fait quand même preuve de ce niveau de transparence nécessaire. Le quatrième point, c'est le contrôle, la nécessité d'une revue externe par une seconde party opinion qui doit être négociée entre l'emprunteur et le prêteur.
En l'absence de revue externe, il est recommandé que l'emprunteur puisse démontrer son expertise interne. Ça, c'est ce que nous dit la Loan Market Association. La vérité, c'est que une entreprise, quelle qu'elle soit, malgré les compétences internes, ne peut pas être jugée partie. Donc, bien souvent, une seconde partie opinion vient évaluer le cadre de l'exercice et vient l'évaluer de façon périodique. Les prêteurs évalueront la performance de l'emprunteur vis-à-vis de ses objectifs sur la base des informations fournies. Donc, on va vérifier à la fois la cohérence, la véracité, et tout ça en lien avec les auditeurs, l'organisme tiers indépendant qui bien souvent va contrôler la sincérité des informations dans le cadre d'une déclaration de performance extra-financière, par exemple. Alors, Donc, avant de passer, pardon, oui. Aloïs, je t'interromps avant de passer à la description justement de ces fameux indicateurs. Je pense que c'est le moment de répondre à une question que nous pose Philippe. Il nous explique que son entreprise envisage de poser des panneaux solaires sur son toit pour un montant de 800 000 euros. Et donc, il se demande si ce type de dépense est éligible à ce type d'instrument de financement. Alors, vous l'avez compris, et j'y reviendrai pas, c'est pas un produit pour lequel il y a une obligation de fléchage vers un projet particulier. Donc, typiquement, pour financer ce type d'investissement, vous pourriez aussi plutôt avoir recours, à un prêt vert. Cela étant, imaginons que cet investissement s'inscrive dans une stratégie plus large tendant vers une stratégie donc bas carbone. À ce moment-là, la question peut se poser. Simplement, et ça me permet de revenir sur le sujet du ciblage, il y a tout de même un ticket d'entrée minimum. Enfin, on observe qu'il y a un ticket d'entrée qui est un peu au-delà de ce que vous annoncez comme niveau d'investissement. Certes, on n'est pas sur les montants qu'on constate sur le marché des green bonds. Mais globalement, toujours dans l'étude qu'on a pu faire en 2019, on voit qu'il y a des prêts crédit impact qui sont de montants moindres, mais en gros, les montants de crédit impact inférieurs à 100 millions ne sont que 4%. Ne représente que 4% des encours. Et globalement, le minimum du minimum qu'on observe à l'heure actuelle sur ce marché, même si on pourrait imaginer descendre plus bas, mais c'est plutôt du 2-3 millions. On a un partenariat avec une banque qui s'est spécialisée dans ce type de petits crédit impact, elle ne descend pas en deçà de ce type de montant. Donc voilà pour Philippe. S'il n'y a pas de questions, pardon, en fait, j'ai un peu de mal à la fois parler et lire les questions, donc n'hésite pas, Aloïs, à me signaler s'il y a des questions sur les sujets. Et sinon, on peut passer donc justement à ces indicateurs de performance. Je te repasse la parole. Quels sont-ils? Alors, le mécanisme d'indexation, il se base, comme le disait Anne, potentiellement sur des indicateurs de performance. Là aussi, la Loan Market Association propose une série de KPIs qui peuvent être utilisés sur certains sujets, avec une grosse dominante environnementale, mais également sociale. Ces indicateurs qui peuvent également être sur des sujets tels que la satisfaction des collaborateurs au travail, des évaluations type Great Place to Work, mais aussi sur la santé et la sécurité. Et d'un point de vue environnemental, bien sûr, les grosses dominantes, émissions de gaz à effet de serre, amélioration de l'efficacité énergétique, tri des déchets. Voilà, il faut vraiment que ces KPIs fassent sens, comme je disais tout à l'heure, pour l'entreprise. Alors, il y a deux niveaux d'indexation possibles. Le premier, comme je viens de vous le dire, sur les KPI. Donc, on définit bien souvent pas un seul KPI, mais plusieurs KPI qui permettent d'avoir une vision globale et de contribution non pas unique, mais si possible avec un champ d'action
bien cadré, bien précis, mais sur plusieurs thématiques ou une seule thématique déclinée en plusieurs sous-thématiques. Donc ça, c'est le mécanisme d'indexation sur des KPIs qui suppose quand même pour l'entreprise de pas vouloir créer ses propres KPI, d'avoir des KPI qui font sens par rapport à son cœur de métier, et aussi qu'il y ait un certain niveau de maturité sur l'exercice de reporting de façon à avoir des informations d'une bonne qualité et une dynamique de progression certaine. Voilà, ça c'est pour les entreprises les plus matures qui souhaiteraient discuter avec les banques et avec les second party opinion de ce cadre général. Et puis, il y a une autre possibilité, c'est d'avoir une évaluation globale de la performance RSE d'une entreprise à travers une évaluation extra-financière, à ce sujet, comme le rappelait Anne en ce début de webinar. Nous vous proposons de nous retrouver mardi prochain, donc mardi 28 à 17h30, sur un sujet qui sera l'évaluation extra-financière. Pour vous en dire un peu plus, donc cette évaluation extra-financière peut être combinée avec des KPI spécifiques, donc il n'y a pas d'approche unique, mais bien souvent ce sont indexés sur des KPI spécifiques pour les entreprises qui veulent en profiter pour engager une dynamique sur leurs priorités stratégiques, en profiter pour communiquer sur ces priorités stratégiques et maintenir la pression en interne pour être au rendez-vous des objectifs qui ont été fixés. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a des questions et je voudrais apporter une précision. Sur les KPI, ceux que cela intéresse peuvent utilement se référer aux annexes des principes de la LME, puisque en annexe, la LME propose à la fois des thématiques et des exemples de KPI. Donc voilà, ça peut être une source d'inspiration. Alors, parmi les questions, on avait Hugo qui nous l'avait posé avant le webinar sur finalement ces KPI, est-ce qu'ils sont négociables, hein, si on parle sur l'optique de KPI. Alors, il y a différents cas de figure. La plupart des banques sont dans une logique où c'est le client qui va définir leur proposé, soit des KPI, soit une combinatoire de notation globale et de KPI. On a certaines banques néanmoins qui, d'ores et déjà, ou sont en train d'élaborer des dispositifs où ce sont elles qui ont déjà repéré par avance des KPI qui correspondent à des sujets sur lesquels elles veulent particulièrement s'engager, elles, banques. Elles souhaitent particulièrement financer tel ou tel sujet, telle ou telle progression. Et à ce moment-là, eh bien le choix de l'emprunteur est un tout petit peu plus cadré, puisque finalement l'emprunteur a le choix, mais a le choix parmi des KPI qui auront déjà été identifiés par la banque elle-même. De toute façon, qu'on soit, même si on est dans le premier cas de figure où c'est l'emprunteur qui propose, vous avez bien compris qu'on peut pas, et ça va m'amener à mon slide sur nos types d'intervention sur ces marchés, on peut pas, dans une convention de ce type-là, accepter n'importe quel type de KPI. Hein. Aloïs l'a dit, il faut que ce soit matériel, il faut que ça fasse sens, hein, pour l'entreprise. Et éventuellement, si ces KPI sont adossables à des standards de marché, c'est encore mieux. Donc oui, il y a toujours une marge de négociation, on est dans une convention privée, mais toutes les précautions qui sont prises autour de ce type de produit vont dans le sens de quand même cadrer ce choix. Et ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, c'est qu'à la fois les banques et les entreprises travaillent assez sérieusement. Alors, j'en profite pour répondre à une question de Clarisse sur les exclusions. Alors, oui, il y a le niveau de controverse. C'est clair qu'une entreprise qui serait prise dans des controverses très importantes en termes environnementaux, sociaux et qui voudrait souscrire ce type de produit, ça serait malvenu. Hein, on lui demanderait de régler ses
ces sujets et de pas essayer de se racheter une image en passant par ce type de produit. Après, il y a les types d'exclusion, ça va être des exclusions liées à la politique d'exclusion des banques elles-mêmes, hein, qui ont des exclusions assez classiques, que sais-je, sur les armements par exemple, mais qui de plus en plus intègrent dans leur politique d'exclusion des secteurs. Vous avez entendu les déclarations des uns et des autres sur l'exclusion du charbon, par exemple. Hein, donc ça, sous ces réserves-là, a priori, aucun acteur qui souhaiterait et qui donnerait des preuves, des gages de sa capacité à progresser sur des sujets environnementaux, sociaux, sociétaux, ne serait exclu de ce type de crédit. Alors, Victor nous demande des KPI liés à la chaîne de valeur ou à l'analyse de cycle de vie, tout à fait envisageable. On est, en plus, là, typiquement, Victor, on est sur des sujets complètement au cœur des métiers de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle fabrique, comment elle le fabrique, ce qu'elle met sur le marché. Donc évidemment, ce type de KPI, c'est le genre de choses qui sont particulièrement recommandées. Merci Victor. Alors, je vous propose de passer. Alors, c'est curieux, j'avais l'impression. Il y avait une dernière question, Anne, sur le ticket d'entrée, le montant minimum, même si c'est difficile d'y répondre, parce que là aussi, ça dépend des banques. À partir de on y a combien? répondu, pardon, j'ai répondu, hein, mais bon, je peux y revenir. Nadine, hein, je pense que vous avez votre réponse puisque je vous évoquais le fait qu'on était sur au plus bas du plus bas 2-3 millions à l'heure actuelle, mais que globalement le gros du marché était plutôt, commençait à partir de 100 millions. Alors, si j'en viens au rôle d'Etifinance et plus globalement au rôle des experts extérieurs sur ce type de produit, c'est un rôle particulièrement important pour lutter contre le risque de greenwashing ou de ESG washing, hein, si le crédit embrasse plus large que du green. C'est très important. C'est important à la fois pour, disons, pour la crédibilité d'une opération en tant que telle, mais aussi pour la réputation du marché de façon générale, la réputation de l'emprunteur, la réputation de la banque prêteuse et le devenir de ce type d'instrument. Donc c'est un rôle fondamental qui va s'exercer de deux façons. Je vous ai mis là deux cas de figure qui correspondent à des interventions qu'on a pu faire. Le premier cas, c'est le cas où l'entreprise choisit de se référer exclusivement ou en totalité à une notation ESG, donc à une notation de son niveau de maturité extra-financière. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on a pu faire autour du deal conclu par Séché, qui, dans le cadre d'un refinancement, où là, vous voyez, on est sur un crédit bancaire de 120 millions assorti d'une ligne de liquidité de 150. À ce moment-là, on prend, c'est simple, on utilise un référentiel qu'on a, qui est créé pour l'occasion, qui s'appelle référentiel Sustainable Finance. Ce référentiel, il est adossé de façon très précise, très fidèle au référentiel Gaïa. Donc, quand je dis référentiel, c'est une grille d'évaluation, c'est un questionnaire. Référentiel Gaïa, qui est celui qu'on utilise pour notre indice de notation extra-financière, dont je vous parlais en introduction. Donc, l'indice qui est reconnu sur la place pour noter les entreprises cotées small and mid. Donc, ce référentiel, on l'utilise et c'est le même pour tout le monde dans le cadre d'un crédit impact. Il a comme spécificité d'être stabilisé parce que pour ceux qui ne sont pas familiers de la notation extra-financière, les grilles, les questionnaires, les référentiels de notation extra-financière, ils évoluent petit à petit chaque année pour intégrer des nouvelles problématiques, des nouveaux enjeux, des nouvelles pratiques, etc. Évidemment, ce type d'évolution, dans le cadre d'une convention bancaire, c'est un peu ennuyeux parce que quand on constate une évolution, on ne sait pas bien si c'est lié à l'évolution propre de l'entreprise ou à l'évolution du référentiel qui fait que sa note bouge.
Donc, pour ce type d'instrument, on a stabilisé le référentiel. Référentiel qui est assez exigeant et qui va couvrir des sujets tels que la gouvernance, les RH, l'environnement, clients, fournisseurs, sociétés. Donc, vous voyez, c'est vraiment un screen à 360 de la maturité extra-financière de l'entreprise. Et dans ce type d'intervention, on produit une note et on la produit toutes les années pour à chaque échéance du prêt pour que la banque constate si oui ou non l'entreprise a progressé dans sa maturité. Donc ça, c'est le cas où il y a exclusivement ou au sein d'autres éléments parmi les KPI, le KPI notation extra-financière. Le deuxième cas, c'est celui qui nous a amené à intervenir et qui continue à nous amener à intervenir pour Decathlon. C'est le cas où l'entreprise choisit de fonder sa performance exclusivement sur des KPI. Donc en l'occurrence Decathlon pour une opération inaugurale parce qu'il y a vraiment la volonté chez eux d'aller globalement de plus en plus sur des financements durables, a choisi 6 KPI qui lui sont spécifiques, qui sont au cœur de ses activités. Dans ce cas-là, nous, on n'intervient pas en notation de la maturité de l'entreprise, mais on se penche sur ces fameux KPI qui sont proposés, on les examine et on émet une second party opinion sur leur niveau de qualité, leur niveau de pertinence. Donc, par exemple, il y a un KPI qui concerne la chaîne de valeur, justement, les relations fournisseurs. On va regarder quel est le périmètre des fournisseurs concernés par dans ce KPI. S'agissant d'un groupe international, c'est important, par exemple, de s'assurer que certains pays à risque n'ont pas été oubliés. Quel type d'enjeux vont être traités? Est-ce que tous les sujets qui sont, par exemple, dans le devoir de vigilance figurent bien dans ce KPI? Quel type d'action il y a autour? Par exemple, est-ce qu'il y a des audits? Est-ce qu'il y a des actions correctives qui sont menées à la suite de ces audits, etc., etc. Donc, en fait, en l'occurrence, dans le cas de Decathlon, on produit une opinion. On a produit l'année dernière une opinion en disant voilà globalement le niveau de qualité, de pertinence, de robustesse, de capacité d'entraînement des KPI qui sont proposés. Donc, ils ont été notés. Il y a une note globale et il y a une note par indicateur. Et cette notation, on va la reproduire chaque année pour s'assurer que le thermomètre, à minima, ne se dégrade pas. Imaginons une année, en année 0, un périmètre qui couvre l'ensemble des fournisseurs, pour reprendre le cas que je citais en introduction. Et puis en année N+1, pour améliorer la note, finalement, on a enlevé des fournisseurs de pays un petit peu plus sensibles. Avec ce type de second party opinion, ça n'est pas possible, puisque nous sommes là en vérificateur. Donc voilà à peu près, je vois que le temps tourne, ce qu'on avait prévu de vous dire. Alors Emmanuel posait une question en amont de la réunion sur finalement comment les banques peuvent-elles avoir accès à l'information ESG quand celle-ci n'est pas publique. C'est typiquement le rôle d'un intermédiaire de type Etifinance que de faire remonter cette information et a fortiori un rôle important de regard critique, de contrôle de cohérence quand l'information n'est pas publique et a fortiori non contrôlée par des auditeurs externes. Alors, je vois que le temps tourne. Pour ceux dont on n'aurait pas pris les questions, on ne peut pas répondre à tout, vous aurez nos coordonnées, vous n'hésiterez pas à nous revenir. Je voulais simplement dire en conclusion que, à notre sens, ce produit, à la fois, il est emblématique de la créativité, de ce qui est en train de se passer sur le marché de la finance durable, mais surtout, on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début, sous cette forme ou sous des formes innovantes. Je ne doute pas que les acteurs de la finance vont trouver des formes innovantes pour ce type de produit. Ça préfigure l'intégration croissante de critères ESG dans la notation crédit, et c'est déjà le cas. Nous le faisons dans le groupe Keyvalue, mais globalement, à notre sens, ça va aller de plus en plus dans ce sens-là. C'est complètement en phase avec ce qu'on constate à l'heure actuelle sur la demande de transition accélérée, de faire
évoluer les modèles des entreprises et c'est clair que les banques ont un rôle central à jouer. Et puis accessoirement, on est dans une logique réglementaire et notamment à l'échelle européenne qui ne peut qu'encourager ce type d'opération. Vous suivez, j'imagine, les uns et les autres, sinon je vous incite à le faire, ce qui est en train de se faire autour de la taxonomie européenne, du deal vert, etc. sont des choses qui de plus en plus vont être normées. C'est pas encore le cas, mais on y va. Donc, je vois qu'il est 12h44. On avait beaucoup d'autres choses à vous dire. Je vous propose, alors, toutes les questions, évidemment, n'ont pas forcément été abordées. Alors, elles ont été traitées, Anne, au fur et à mesure dans le chat. J'ai essayé d'y répondre autant que se peut. Mais si vous avez des compléments, d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter et à nous revenir. Voilà, donc je vous propose, le temps est passé très vite, je vous propose de clôturer ce webinaire. Ceux que ça intéresse nous rejoindront mardi prochain sur la notation sollicitée. Et n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées, à nous renvoyer des questions plus spécifiques si vous le souhaitez. Voilà, et puis donc vous allez, je le redis, recevoir les slides. Merci à tous, merci de vos merci, et puis à très bientôt pour ceux que ça intéresse. Au revoir. Merci beaucoup, très bonne journée, au revoir.